Bonjour à tous et bienvenue au sein du séminaire Soins et Compassion. Je voulais commencer cette séance par une citation de Pierre Rosanvallon du Parlement des Invisibles que vous pouvez trouver, je ne sais plus finalement, parce que si c'est dans un de vos textes ou dans ce livre, pourtant que j'ai lu assidûment, mais que je trouve assez intéressante. La démocratie est minée par le caractère inaudible de toutes les voix de faible ampleur, par la négligence des existences ordinaires, par le dédain des vies jugées sans relief, par l'absence de reconnaissance des initiatives laissées dans l'ombre. La situation est alarmante, car il en va à la fois de la dignité des individus et de la vitalité de la démocratie. Vivre en société, c'est en effet au premier chef voir son existence appréhendée dans sa vérité quotidienne. Et je trouvais que cette citation renvoyait tout à fait à ce qu'on avait vu avec les éthiques du Caire qui étaient amenées à pointer du doigt les voix rendues inaudibles dans un contexte de responsabilisation des individus, d'injonction à l'autonomie, qui du coup invisible tous les socles et l'ensemble des relations qui permettent finalement à chacun de vivre et d'entreprendre dans un cadre sécurisant. Et nous avions vu avec Marc Crépon notamment, mais avec finalement l'ensemble des intervenants, sur les effets dévastateurs de la violence sociale ou institutionnelle, voire physique, etc., qui pouvaient devenir source de souffrance, de mésestime de soi, de perte de sens et de confiance, allant vers une désubjectivation des individus. D'où, nous semble-t-il, l'importance d'opposer à cet individualisme atomisant des processus d'individuation qui vont permettre de porter la voix de tous ceux qui sont affectés et se sentent fragilisés dans leur identité. Non seulement porter et rapporter la voix inaudible en revendiquant l'ensemble des droits de chacun, puisque finalement aujourd'hui c'est la citoyenneté et le droit qui fait l'humain, mais aussi en permettant à chacun une mise en sens de ses propres expériences, de ses trajectoires, pour réinscrire et ancrer chaque individu dans notre monde commun. Le récit permet à la fois de révéler les souffrances d'un individu sans occulter toutes les logiques sociales et systémiques qui les sous-tendent, que ce soit le nouveau management, les évaluations de la rentabilité humaine, la culture du résultat, les discours gestionnaires des individus, les injonctions à la compétitivité et j'en passe. Le récit donc permet aussi, par une écoute attentive, une espèce de transfert de capacité. Il s'agit d'interroger le rapport au monde de chacun par cette activité narrative comme condition d'une connaissance de l'individu, c'est-à-dire d'une renaissance en co-construction avec l'autre et dans le monde. Il s'agit alors de mettre en évidence la multiplicité des histoires de vie et des capacités de chacun, la diversité des pratiques face à un discours normalisant et moralisateur. Ainsi, le récit des expériences individuelles permet une certaine compréhension des phénomènes sociaux, mais aussi l'ancrage de ce récit dans un récit plus commun et émancipateur. La mise en forme par le récit ou l'écriture de soi permet une mise en sens qui a à la fois des vertus thérapeutiques, mais aussi des vertus éducatives. Éducatives, toujours dans le sens de rendre capacitaire. Nous avons du coup entrevu avec les ateliers de médecine narrative de l'Université Paris-Descartes comment le travail en groupe d'étudiants, de leur propre récit, de leur propre expérience, que ce soit des expériences personnelles, familiales, mais aussi à l'hôpital dans leur exercice, permettait une réflexion éthique sur leurs pratiques et ainsi une reconnaissance de leurs expériences propres et de leurs ressentis par un partage avec les pairs et par une mise en commun des différents savoirs et d'expériences de chacun. Finalement, on passait d'une médecine majoritairement centrée sur l'observation et sur le regard, qui risquait finalement d'invisibiliser la subjectivité des individus, à une médecine centrée sur l'écoute, qui finalement arrivait à une espèce de paradoxe, c'est que finalement on rend visible l'individu par une écoute. Et cette démarche clinique narrative et d'éducation
que vous allez aujourd'hui nous présenter me semble vraiment très intéressante pour penser le rôle du soignant qui est justement à la frontière entre l'éducation et la thérapeutique. Donc je vais laisser Zona vous présenter. Notre interlocuteur d'aujourd'hui est Christophe Niewiadomski, qui est professionnel de la santé, mais également professeur en sciences de l'éducation à l'Université des sciences humaines et sociales Charles de Gaulle Lille 3. Il est directeur de l'UFR, d'une unité de formation et recherche, développement social, éducation, culture, communication, information et documentation. Il est membre de l'Institut international de sociologie clinique et il travaille sur l'éducation pour la santé, le travail social et l'insertion sociale. Ses activités de recherche s'organisent autour des thématiques suivantes: l'éducation pour la santé, le travail social, approche biographique et sociologie clinique. Son doctorat s'intitule Alcoologie et histoire de vie, contribution à l'étude d'un accompagnement dialectique entre thérapie en formation, et son HDR, recherche biographique, conception du sujet et clinique narrative et éducative. Il est notamment l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Histoire de vie et alcoolisme, paru aux éditions Célie Arslan en 2000, De soucis et soins de soi, liens et frontières entre histoire de vie, psychothérapie et psychanalyse, co-dirigé avec Guy de Villers, et paru aux éditions Lartman en 2002. Puis de Penser la dimension humaine à l'hôpital, coécrit avec P. Bagros, et paru pareil aux éditions Célie Arslan en 2003. Aussi de lutter contre les inégalités sociales de santé, politique publique et pratiques professionnelles en 2008, réinventer le sujet social, théorie et pratique biographique en 2009, vivre, survivre, récit de résistance en 2009, recherche biographique et clinique narrative en 2012 et en 2013 3 ouvrages avec Christine Delory-Montberger qui sera notre intervenante pas la prochaine séance mais dans 2 séances, la mise en récit de soi, la recherche biographique en éducation et territoire contemporain de la recherche biographique. Et cette année, il y aura 2 ouvrages à apparaître, comprendre le travail éducatif dans sa diversité et les oubliés de la crise. Je vous laisse la parole et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette présentation. Pauline a dit il y a beaucoup de choses. Merci aussi d'être là parce qu'il fait très très beau. Je vous trouve beaucoup de courage de venir vous enfermer pour un séminaire consacré à... Alors, écoutez, peut-être une précision pour pas qu'il y ait de confusion. Je suis plus professionnel de santé depuis une bonne vingtaine d'années. Je l'ai été, ça a été une première partie de ma vie professionnelle. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis prof à l'université. Je ne dirige plus l'UFR de Décide. Depuis, j'ai été directeur d'un gros laboratoire qui s'appelle le CIREL et j'ai laissé les clés en septembre pour prendre un congé sabbatique et écrire. Donc voilà, vous avez vu, j'écris beaucoup. Alors c'est l'un des paradoxes du boulot des universitaires, on écrit beaucoup mais on n'est pas trop lu, quoi. C'est-à-dire, voilà, on passe beaucoup de temps à écrire des ouvrages qui vont être lus par un petit cénacle. Voilà, donc ça s'appelle de la littérature grise. Donc voilà, mon boulot c'est d'écrire ce genre de choses. Alors, écoutez, pour répondre à la commande qui m'était faite, je vais essayer de vous parler de clinique narrative et des enjeux de soins en prenant, en découpant mon propos en 3 parties. D'abord, je vais vous parler de recherche biographique et d'approche biographique en essayant de vous montrer la distinction entre les 2 choses et pourquoi aujourd'hui la recherche biographique et l'intérêt pour le récit du sujet occupe une telle importance. Dans un 2e temps, j'essaierai de montrer comment, dans le domaine du soin et particulièrement dans le domaine de l'alcoolologie clinique, ce récit du patient peut être quelque chose qui peut nous aider à contourner un certain nombre de paradoxes qui sont liés à l'application des traitements biomédicaux. Et puis enfin, je vous présenterai des exemples cliniques et si j'en ai le temps, je ne sais pas comment ça va se passer,
je vous raconterai l'histoire de 2 patients en vous montrant le travail biographique qui a été fait avec eux. Voilà, et vous verrez ces 2 patients issus de milieux sociaux très différents, et j'essaierai de vous proposer une analyse un peu socio-clinique de leur trajectoire. Voilà à peu près ce que je vais vous dire. Je vous avais préparé un PowerPoint, mais bon, voilà, en l'absence de projecteur, si vous le souhaitez, je pourrais vous envoyer le PowerPoint. Vous me le dites, je vous laisse ma carte et puis je vous l'envoie. Voilà, mais donc je vais être pris entre mes notes, l'écran, donc si je bafouille un peu, si je m'en mêle les pinceaux, vous ne m'en voudrez pas. Premier moment de mon propos, je voudrais insister un petit peu sur l'injonction biographique à la réflexivité dans la modernité avancée. Alors, pourquoi ? Parce que dans le contexte de nos sociétés contemporaines, l'obligation à la réflexivité est devenue une des caractéristiques de nos modes d'existence, où finalement nous devons faire sans arrêt face à l'insécurité mentale. Bon, je vais essayer. Oui, non, je ne parle pas très fort, donc vous n'hésitez pas à me dire s'il faut que je monte le son. Hein. Bon, donc, dans nos sociétés contemporaines, l'injonction à la réflexivité est devenue une caractéristique essentielle de nos modes d'existence, où nous devons faire face à plusieurs choses. D'abord, l'insécurité mentale et la prise de risque qu'imposent les incessants changements auxquels nous sommes soumis. Alors je renvoie là aux travaux des sociologues qui parlent de société liquide, je pense à Bauman et d'autres. Donc tout ce contexte de la modernité avancée et de l'insécurité qui est lié à cette modernité avancée pour l'individu, qui ne peut plus s'appuyer sur ce qui l'a précédé, qui aujourd'hui est obligé d'inventer sa propre trajectoire, sa propre destinée. On n'est pas du tout dans la situation qu'on connaissait avant, dans la première partie du XXe siècle, par exemple, où par exemple quelqu'un qui appartenait aux classes sociales populaires avait une trajectoire toute tracée. C'est un fils d'ouvrier ou fils de paysan, la probabilité pour qu'il devienne lui-même ouvrier ou paysan était extrêmement forte, et ses propres enfants, etc. Il y avait une reproductibilité très très forte de la stratification sociale. Aujourd'hui, et depuis en gros les années 70, l'entrée dans la postmodernité puis dans la modernité avancée donne aujourd'hui des trajectoires qui sont beaucoup plus labiles, où à la mobilité géographique s'ajoute la mobilité sociale, et donc on a aujourd'hui des trajectoires qui sont beaucoup moins prédéterminées par les appartenances sociales telles qu'elles pouvaient être pensées dans la première partie du XXe siècle. Donc nous sommes invités finalement à devenir toujours plus autonomes, toujours plus responsables, mobiles, capables de nous affirmer, de choisir notre destin, mais aussi de plier l'échine sous le fardeau d'être soi et de trouver sa place. Vincent de Goldjak, par exemple, parle de ce passage contemporain de la lutte des classes à la lutte des places. Je pourrais y revenir si vous le voulez. En tout cas, cette sommation à la réalisation individuelle qui pèse sur l'individu contemporain est donc à la fois le signe d'une profonde modification des rapports qui se sont installés entre l'individu et le social, mais aussi la marque d'une transformation de la perception du regard que l'individu porte sur lui-même, au point qu'on peut affirmer que l'interrogation sur soi est devenue l'une des caractéristiques principales de la modernité avancée que j'évoquais. Alors, des auteurs comme Christine Delory-Momberger, qui est une collègue et amie que vous entendrez prochainement dans ce séminaire, si j'ai bien compris, parle, elle, de conditions biographiques pour qualifier cette situation. Alors, je vais la citer. La condition biographique, dit-elle, désigne un renversement du rapport historique entre l'individu et le social, dans lequel les conséquences sur les existences individuelles des contraintes sociales et économiques et des dépendances individuelles sont perçues comme relevant d'une responsabilité individuelle et d'un destin personnel. Chacun est donc renvoyé à la construction réflexive de sa propre existence, à sa biographie, entendue non pas comme le cours réel, effectif de la vie, mais comme la représentation construite que s'en font les acteurs, et sa capacité de biographisation des environnements sociaux, c'est-à-dire cette mise en récit de soi à laquelle nous sommes invités en permanence dans le cadre de cette modernité avancée. Donc l'attention à la singularité devient aujourd'hui un enjeu majeur de la recherche en sciences humaines et sociales, parce qu'elle constitue une voie privilégiée pour appréhender ces transformations sociales qui marquent notre société. Et l'une des voies possibles
pour essayer d'étudier cette singularité de l'individu contemporain, eh bien, ce sont les approches biographiques et la recherche biographique. Alors, je vais distinguer là ce qui relève de la recherche biographique, qui est un champ de recherche en sciences humaines qui se développe depuis une quinzaine d'années, qu'il faut bien distinguer des approches biographiques qui sont beaucoup plus anciennes et qui recouvrent des champs disciplinaires et des champs de pratique qui peuvent être très divers, et je vais les évoquer rapidement. Alors, qu'est-ce que la recherche biographique ? Eh bien, la recherche biographique, dans la poursuite du propos que je développais tout à l'heure, elle considère que les transformations sociales et culturelles qui marquent la modernité avancée ont contribué à modifier profondément les rapports qui s'établissent entre l'individu et la société, et faisant de ce fait du récit de soi un processus central de construction individuelle, c'est-à-dire que le sujet contemporain se construit au travers de la mise en récit de lui-même, mais aussi de production de la sphère sociale. C'est-à-dire que la production de la sphère sociale s'appuie aujourd'hui sur cette production des singularités des individus. Et donc, la recherche biographique considère que l'activité narrative est la condition même d'une connaissance de l'être humain contemporain. En d'autres termes, dans une perspective anthropologique, avoir une idée plus précise de ce qu'est l'individu contemporain en ce début du XXIe siècle ne peut pas faire l'économie de l'intérêt pour les approches narratives. Et donc, elle étudie les processus de réflexivité biographique du sujet contemporain en accordant une place essentielle aux dimensions subjectives de l'activité humaine, à l'expérience des sujets et aux récits que ces derniers vont faire de leur histoire. Alors, les approches biographiques, elles se définissent globalement par leur usage du récit à des fins d'intervention et ou de recherche, alors que la recherche biographique dont je viens de parler, elle fait de l'activité narrative le cœur de sa réflexion épistémologique. Donc vous voyez, c'est une structure d'emboîtement. La recherche biographique mène une réflexion épistémologique sur la place du récit dans la société contemporaine, et les approches biographiques, on pourrait dire, sont des champs disciplinaires ou des techniques de recueil de récits que je vais rapidement balayer. On les trouve dans 6 grands domaines soit disciplinaires, soit d'activité. D'abord dans le champ de la littérature, avec tous les travaux de personnes comme Philippe Lejeune, par exemple, qui s'est intéressé à la naissance de l'autobiographie, ou en tout cas, au développement de l'autobiographie au décours du XVIIIe siècle, c'est-à-dire ce moment où le sujet s'émancipe suffisamment de la tutelle de Dieu pour pouvoir prendre la parole en son nom propre. Ça se noue par ailleurs avec l'apparition des intérêts d'une classe sociale émergente de l'époque, qui est la bourgeoisie, avec le souci de libre arbitre, de libre entreprise, et donc des marchands, des ouvriers prennent la parole, écrivent, et leurs récits vont connaître un succès au moins d'estime assez important, parce que les contemporains de ces narrateurs se retrouvent dans cette production narrative où ils retrouvent des traces de leur propre existence, qui est en train de se modifier à partir du XVIIIe siècle avec l'invention de l'idée de démocratie et l'invention de l'idée de sujet contemporain tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc vous voyez, à l'échelle de l'histoire, l'autobiographie, c'est un phénomène relativement récent qui n'a cessé de se développer, alors avec les ateliers d'écriture, tout le champ des écritures de l'intime, et qui font l'objet de recherches dans le domaine de la littérature, avec cette spécificité que ces travaux sur l'autobiographie nous donnent aussi des indications sur des dimensions anthropologiques et sociologiques de l'individu contemporain. Par exemple, des auteurs comme François Bon, qui est un écrivain qui a beaucoup travaillé sur des ateliers d'écriture, explique que lorsqu'il travaille avec des populations en situation de précarité, avec des toxicomanes, avec des gens dans des quartiers relégués, etc., les récits autobiographiques qu'il récupère dans ses ateliers d'écriture lui donnent également des indications sur des comportements sociaux, sur des manières d'investir le monde propres à ces populations qu'on n'a pas forcément avec des recherches qui sont menées dans le domaine quantitatif, dans le domaine dans le domaine de la sociologie. Deuxième champ d'investigation des récits de vie et des approches narratives, c'est le champ de l'ethnologie et de la sociologie. Et là, le champ est très vaste,
Je pense à des gens comme Daniel Berthaud en France, hein, et je recommande d'ailleurs la lecture d'un petit ouvrage qui s'appelle Les récits de vie dans la collection 126, je crois, hein, où Berthaud montre comment aujourd'hui, finalement, l'utilisation des récits de vie dans les sciences humaines et sociales, et en particulier dans la sociologie, ont gagné leur lettre de noblesse au travers en particulier des phénomènes de saturation des données. C'est-à-dire que lorsque vous faites une recherche dans un monde social suffisamment circonscrit, que vous avez un échantillonnage de population qui est suffisamment représentatif du monde social que vous voulez étudier et que vous recueillez des récits de vie, eh bien il arrive un moment donné où vous n'apprenez plus rien sur les questions que vous vous posiez, sur les hypothèses que vous aviez formulées. C'est-à-dire que vous apprenez toujours des choses en interrogeant les gens, mais de manière anecdotique par rapport aux questions que vous vous posiez. Et ce phénomène de saturation des données a redonné cette lettre de noblesse à des approches qui, dans le champ de la sociologie, dans les années 70, c'était pas un allant de soi. Hein. Il y avait toujours, dans le champ des sciences humaines, un soupçon d'une subjectivité trop importante au travers des récits, et donc on était assez prudent par rapport à ce type de recherche. Donc Berthaud et d'autres vont assurer la scientificité de ce type de recueil de données en sociologie. Des gens comme Franco Ferrarotti en Italie vont également développer une réflexion épistémologique à ce propos. Pour le dire vite, aujourd'hui, dans le champ de la sociologie, et en particulier dans le champ de la sociologie du sujet, il n'y a plus de doute quant à la pertinence de l'utilisation de ce type de données biographiques pour essayer de comprendre le social, au point que même des auteurs comme Bourdieu, qui avait publié un texte absolument, un très bon texte d'ailleurs, hein, qui s'appelait L'illusion biographique, et il critiquait l'utilisation des données biographiques en sociologie, mais finalement est revenu sur ses positions dans la deuxième partie de son œuvre, et tout particulièrement avec un ouvrage qui s'appelle... comment s'appelle cet ouvrage, où il... excusez-moi, j'ai un trou. L'un des derniers ouvrages de Bourdieu, c'est un collectif, et en fait, il utilise des récits de vie pour décrire la réalité sociale et la souffrance, la misère du monde. Voilà, la misère du monde, excusez-moi. Hein, la misère du monde, bien sûr. Donc voilà, c'est des pratiques courantes en ethnologie et en sociologie. C'est aussi une pratique qui va être au cœur d'une branche de la sociologie qui s'appelle la sociologie clinique, qui a toujours existé, mais qui va se développer particulièrement dans les années 70, sous l'impulsion d'auteurs comme Vincent de Goldjacq, Michel Legrand, etc., qui sont des gens... Vincent de Goldjacq est un ami avec qui je travaille beaucoup, et donc... Vincent de Goldjacq va en particulier, dans les années 80, publier un ouvrage qui s'appelle La névrose de classe, et où il va utiliser le récit de vie pour comprendre les contradictions dans lesquelles se trouvent les individus qui sont dans des situations de mobilité sociale et de conflit de filiation par rapport à ces mobilités sociales. C'est-à-dire que des individus, alors il donne l'exemple d'Annie Ernaux, hein, qui est un écrivain connu, qui est issu d'un milieu modeste, qui va avoir une trajectoire scolaire d'excellence, qui passe une agrégation, qui se retrouve nommé dans un grand lycée parisien du 16e, et qui fait une rencontre à la fois professionnelle avec ses collègues, mais aussi avec ses élèves, avec la bourgeoisie aisée. Hein. Et les habitus de cette classe sociale ne sont pas les habitus de sa classe sociale d'origine. Et on comprend très bien dans les récits qu'elle peut faire de cette histoire combien elle se trouve embarrassé, hein, c'est ce qui est toujours le cas quand on est en contact avec un milieu social qui n'est pas le sien. Il y a des implicites relationnels, de comportements qu'on ne maîtrise pas. Alors on peut très bien comprendre au travers de la sociologie structuraliste comment ces changements de classe sociale produisent des difficultés d'ajustement pour les individus, mais plus encore, de Goldjacq va associer une réflexion psychanalytique sur cette question et montrer comment ces conflits d'habitus peuvent générer des conflits de filiation qui génèrent une souffrance psychique pour les individus. Je reprends l'exemple d'Annie Ernaux. Annie Ernaux qui petit à petit va acquérir, à travers des habitudes secondaires, les caractéristiques de la bourgeoisie aisée. Lorsqu'elle rentre chez ses parents le week-end, écrit « Lorsque je rentre chez moi le week-end, je retrouve un milieu de petits boutiquiers cracra ». Vous imaginez la violence de cette écriture. Hein. Mais en même temps, ce qu'elle signe là, c'est la honte d'avoir des parents qui sont issus
de la classe populaire, hein, où on ne lit pas Le Monde, on n'écoute pas France Culture, enfin on regarde Question pour un champion, etc. Vous voyez, un monde extrêmement éloigné du monde social, professionnel dans lequel elle se trouve, et en même temps, comme elle a répondu à l'injonction de ses parents, ma fille, il faut travailler à l'école pour t'arracher à la précarité de notre condition et réussir, au moment où elle répond à cette injonction, eh bien, elle trahit d'une certaine manière, elle est dans un conflit de loyauté avec ses parents, puisqu'elle a honte de l'origine sociale de ses parents, mais elle a honte d'avoir honte de l'origine sociale de ses parents. Et vous voyez, ces phénomènes psychologiques extrêmement complexes sont tout à fait caractéristiques de ce que va donner les phénomènes, les phénomènes de massification sociale, de massification scolaire dans les années 70-80, et le fait que des enfants d'ouvriers, des enfants de paysans vont changer de classe sociale, intégrer les classes moyennes supérieures, et avoir à négocier ces conflits d'habitus avec leur famille. Et donc on a là des effets sur la psychologie du sujet qui ne résultent pas de conflits intrapsychiques, mais qui résultent bien des effets du social sur le psychisme des individus. Et donc c'est pour ça que De Gaulle-Jacques parle de névrose de classe, où l'enjeu là n'est pas tant un conflit entre le surmoi et le ça du sujet, mais bien un conflit qui vient du social et qui impacte le psychisme du sujet. J'y reviendrai tout à l'heure. On va trouver également l'utilisation des récits de vie. Alors, oui, excusez-moi, en sociologie clinique, du coup, le média électif pour traiter ces questions-là, c'est bien évidemment le recueil de récits de vie des personnes pour comprendre cette interaction entre subjectivité du sujet et conditions sociales objectives de l'individu. Quatrième grande catégorie dans laquelle on utilise les récits de vie dans les sciences humaines et sociales, c'est ce qu'on appelle les histoires de vie en formation. Et là, c'est la résultante de ce qui va se passer encore dans les années 70 avec la loi sur la formation continue, où le législateur, à la fois pour des raisons très pragmatiques, souhaite que les travailleurs sociaux, les travailleurs français, puissent bénéficier de la formation continue pour élever leurs compétences, et ça pour répondre aux enjeux de la compétition internationale, diminuer le chômage, etc. Et puis dans une perspective plus humaniste, essayer de donner à des gens qui par naissance n'avaient pas pu faire des études longues, on est là dans la queue de comète des travaux de Bourdieu et d'autres sur la reproductibilité ou la reproduction des inégalités sociales et des inégalités scolaires, et bien de proposer via la formation continue une école de la seconde chance. Et vous avez tout un tas d'enseignants qui quittent l'éducation nationale pour aller faire de la formation continue et qui sont confrontés à des difficultés. C'est-à-dire on n'enseigne pas à des adultes comme on enseigne à des enfants, parce que dans une classe ordinaire, vous avez grosso modo une homogénéité de classe d'âge, une homogénéité de niveau, et quand vous faites de la formation d'adultes, eh bien vous avez une très grande hétérogénéité, et puis surtout vous avez des gens qui ont une expérience professionnelle qui est parfois plus importante que les formateurs qui sont chargés de les accompagner. Et donc la question de l'implication des individus joue un rôle important, et on va théoriser d'ailleurs à partir de ça tout ce qui va être la formation par alternance, qui est un truc qui est connu depuis très longtemps, puisque les études de médecine par exemple, c'est par essence une formation par alternance. Là, des spécialistes des sciences de l'éducation, des praticiens vont s'interroger sur c'est quoi la formation des adultes, comment ça se forme un adulte. Et là, si on avait le temps, je ne vais pas le faire, mais si je vous demandais qu'est-ce qui a été un moment formateur dans votre existence, je ferais le pari que la plupart d'entre vous ne citeraient pas quelque chose qui est en rapport avec l'école, mais quelque chose qui est en rapport plutôt avec l'épaisseur de l'existence, des rencontres, des voyages, un deuil, que sais-je encore, une expérience professionnelle difficile, une épreuve. Vous voyez, c'est-à-dire que dans le champ de la formation des adultes, ce qui compte, c'est toute une dimension informelle des savoirs, qui n'est pas du tout ce qu'on apprend à l'école avec les savoirs de base. Là, on est du côté de l'expérience du sujet, des savoirs existentiels et des savoirs pratiques. Alors, du coup, on a recueilli donc du matériau pour comprendre quelle était la spécificité de la formation des adultes en utilisant le récit de vie, mais plus encore, on s'est aperçu qu'en mobilisant le récit de vie ou l'histoire de vie en formation d'adultes, ça produisait des effets. C'est-à-dire que les gens, en faisant le récit de leur parcours de formation, se réappropriaient aussi leur pouvoir de formation. De la même manière que dans le champ de l'éducation thérapeutique des patients, quand on amène les patients à faire un récit de leur expérience, eh bien, en termes de projection dans l'avenir et de projet, on active
des phénomènes de capacitation de l'individu. Et là, donc, dans le champ des histoires de vie en formation, ça a été particulièrement travaillé alors par des auteurs comme Gaston Pinault, Pierre Dominicé, Guy Villers et bien d'autres. Cinquième champ de pratique des approches biographiques, c'est le champ des histoires de vie de collectivité. Comment aujourd'hui on peut s'intéresser à des collectifs de travail pour leur faire raconter leur histoire professionnelle à plusieurs voix. Il peut y avoir on peut avoir une visée testimoniale par exemple. Vous voyez par exemple des pans d'une activité professionnelle qui est en train de disparaître et puis dont il faut garder trace. Par exemple, une usine dans un champ industriel particulier qui disparaît, et donc vous interrogez les gens pour garder trace de cette mémoire ouvrière, par exemple, ça a été fait beaucoup. On peut le faire aussi dans le domaine de la santé, je l'ai fait avec un ami médecin qui s'appelle Philippe Bagros, dans un service de néphrologie et d'immunologie clinique, où on a eu la possibilité de travailler avec les gens qui avaient inventé cette discipline, c'est-à-dire la néphrologie et l'immunologie clinique, ça a aujourd'hui une quarantaine d'années. À l'époque, on a fait cette recherche au CHRU de Tours, avec des gens qui avaient inventé la discipline avec 3 bouts de ficelle. Et ce qu'on a fait dans un ouvrage qui s'appelle « Penser la dimension humaine à l'hôpital », c'est d'essayer de tordre le cou à cette idée que l'hôpital pourrait être géré comme une entreprise. Je pense qu'il faut s'inscrire absolument en faux contre cette idée, en tout cas moi c'est l'hypothèse que je formule. On a essayé de le montrer dans cet ouvrage, et on a travaillé pendant 2 ans avec une cinquantaine de personnes, des patients, des médecins, des infirmiers, des cadres infirmiers, des aides-soignants, sur l'histoire de ce service. Et l'histoire de ce service est assez emblématique pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles, c'est que c'est vraiment une aventure technologique et humaine où les individus ne sont pas interchangeables. Si ça s'est passé comme ça, c'est parce que c'était ces individus-là et qu'il y avait une culture d'équipe extrêmement importante. Et ces cultures d'équipe, aujourd'hui, on tend à les invisibiliser. C'est ce que disait Pauline tout à l'heure. C'est ce récit qui nous donne accès à des choses qui, aujourd'hui, ne sont plus identifiées par les démarches d'évaluation, par le PMSI, par des choses comme ça. Donc, en fait, avec les histoires de vie de collectivité, quand on va dans les services, ça nous permet d'avoir une idée plus précise de ce qui se joue entre le travail réel et le travail prescrit. Et de plus en plus, le travail réel des individus est extrêmement éloigné, de plus en plus éloigné du travail prescrit. En d'autres termes, pour que les gens fassent correctement leur travail, ils font en permanence des choses qui ne sont pas dans les fiches de poste. Et pour savoir ce qu'ils font, la meilleure des choses à faire, c'est d'aller leur demander et de recueillir des récits de vie professionnels. Ce qui est le cas des histoires de vie de collectivité. Puis enfin, dernier champ de pratique autour des approches biographiques, c'est tout le champ de la psychobiographie, avec l'héritage psychanalytique autour de ça, et c'est probablement même la psychanalyse qui a le plus théorisé autour de l'autobiographie, même si la psychanalyse n'utilise pas le terme de récit de vie ou d'histoire de vie pour qualifier ses pratiques. Mais dans le même temps, c'est complètement central dans l'activité même du psychanalyste que de travailler à partir du récit subjectif du patient et de son récit de vie. Donc vous voyez, les approches biographiques, on a vraiment un pan d'activité extrêmement large. Alors, combien de temps il me reste ? 21 minutes. D'accord. Alors pour illustrer un petit peu l'utilisation de la recherche biographique et des approches biographiques, je vais vous parler un peu de clinique et je vais vous parler d'alcoolologie clinique un peu rapidement. Alors, aujourd'hui, quand on parle d'alcoolologie clinique, d'abord, il faut savoir que c'est un problème de santé publique majeur. C'est par comparaison, vous voyez, si on parle des gens qui sont héroïnomanes, dont on a beaucoup parlé parce qu'on a des images assez catastrophistes autour de ça, ça représente en France 150 000 à 200 000 personnes. Les gens qui ont un rapport toxicomanogène avec l'alcool, ça représente en France 6 à 7 millions de personnes. Donc vous voyez, il n'y a pas photo entre les deux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement répandu. Statistiquement, on peut dire qu'une personne sur 10 qui consomme des boissons alcoolisées aura dans son existence un rapport toxicomanogène avec l'objet. Ça veut aussi dire que 9/10 des personnes ont un rapport sans difficulté majeure avec le produit. Mais quand même, 1 sur 10, ça fait beaucoup de gens. Alors, ce qu'on utilise en alcoolologie clinique, c'est plusieurs concepts, mais en particulier un concept qui s'appelle le concept de maladie alcoolique. Alors, c'est un concept qui est historiquement daté, je ne vais pas revenir là-dessus, mais Fouquet disait la maladie alcoolique, c'est la perte de la liberté de s'abstenir d'alcool. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la volonté du sujet. Il y a plusieurs hypothèses, il y a des hypothèses en particulier biologiques sur des facteurs de recapture de certains neurotransmetteurs qui fonctionneraient mal du fait de l'utilisation de l'alcool. Il y aurait des effets de seuil, puis à un moment donné, un peu comme un élastique
qu'on aurait tendu comme ça. Il n'y a pas de retour à la normale possible. Il y aurait une désorganisation au niveau neurobiologique de certains de ces récepteurs, en particulier sérotoninergiques. Et puis il y a des hypothèses psychologiques et des hypothèses sociologiques, et c'est plutôt de celles-ci dont je vous parlerai aujourd'hui dans mon propos, sans invalider aucunement les hypothèses biologiques, bien entendu. Il faut savoir que la maladie alcoolique, c'est aussi une entité nosologique qui est assez vaste, puisqu'elle elle est composée par des types de pathologies assez diverses. Alors Fouquet, là encore, parlait d'alcoolose, d'alcoolique, de somalcolose, en bref, il parlait, si je traduis autrement, d'alcoolisme d'habitude, d'alcoolisme névrotique et d'alcoolisme psychiatrique. Et ce sont des entités nosologiques assez différentes. L'alcoolisme d'entraînement, par exemple, c'est une maladie qui va s'installer sur 20 à 30 ans, alors que l'alcoolisme névrotique, dit alcoolose, c'est quelque chose qui s'installe entre 6 à 18 mois, qui évolue par crise et où le rapport à l'objet est radicalement différent. Quant à l'alcoolisme psychiatrique, c'est un type d'alcoolisme où la comorbidité psychiatrique est importante. Voilà, je pourrais rentrer dans les détails dans la discussion si vous le souhaitez, mais tout ça pour vous dire qu'une fois que la dépendance est installée, on a un certain nombre de caractéristiques communes à toutes ces personnes et qu'on pourrait phénoménologiquement indiquer par ce qu'on appelle le monde des alcooliques. Alors le monde des alcooliques, il est caractérisé par trois choses. D'abord, les phénomènes de déni. Alors le déni, c'est un mécanisme de défense qui fait qu'on va occulter une réalité qu'on juge insupportable. C'est un mécanisme de défense plutôt emprunté à la psychose d'ailleurs, ce qui fait qu'on a longtemps pensé que peut-être dans l'alcoolisme il y avait des soubassements psychotiques. On sait aujourd'hui que ça n'est pas vrai pour 2/3 d'entre eux. Bref, cliniquement, ça veut dire que par exemple vous accueillez un patient dans votre cabinet, que vous soyez médecin, psychologue, éducateur, infirmier, quelqu'un qui sent l'alcool à 3 mètres, qui a perdu son travail, son épouse est en train de partir avec les enfants, et puis qui vous dit non, moi je bois pas d'alcool. C'est un homme, ça peut être une femme aussi, ces phénomènes de déni, ils sont extrêmement classiques. Mais ça veut dire que ce patient ne vous ment pas, même si apparemment tout montre qu'il est en train de vous raconter des histoires. Et ça, c'est complètement au cœur de la pratique alcoolologique. Et, sauf que ça génère des phénomènes contre-transférentiels assez redoutables, de la méfiance en particulier, et que si on ne comprend pas que ces phénomènes de déni sont au cœur de l'alcoolologie clinique, eh bien on est dans des rapports intersubjectifs qui sont extrêmement compliqués pour favoriser une alliance thérapeutique. Deuxième caractéristique de ces patients, au moins dans un premier temps, sont les troubles de la temporalité. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont beaucoup de mal justement à articuler de manière narrative le passé, le présent, le futur. Le passé, c'est quelque chose qui est très culpabilisant pour eux, et l'avenir est inenvisageable, et donc ils sont dans une espèce de récit d'eux-mêmes où c'est essentiellement le présent qui va, et un présent dans lequel ils sont englués, qui va être privilégié. Et puis enfin, une troisième caractéristique, ce sont les troubles de l'individuation. Alors les troubles de l'individuation, c'est la difficulté pour ces patients, une fois qu'ils sont décidés à se soigner, de se singulariser. Ce sont des patients qui sont capables de vous dire, écoutez, moi je suis comme tout le monde sauf l'alcool. Je ne ferai pas d'histoire, ne vous inquiétez pas, d'ailleurs je n'ai pas d'histoire. Et donc on a une espèce de relation blanche où les gens ont beaucoup de mal à se singulariser. Alors ça c'est lié à une hypothèse que j'essaierai de développer tout à l'heure sur ce que je pense être une faille identitaire précoce. Alors en tout cas, une fois que le diagnostic est posé, que les gens ont passé la période de déni et décident de se soigner, eh bien, on va engager un traitement qui s'appuie essentiellement sur la notion de psychothérapie éducative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que du côté de la psychothérapie, on va favoriser plutôt la psychothérapie de groupe, parce que la psychothérapie individuelle ne marche pas très bien, au moins en première intention, avec ces patients. Tout simplement parce que la psychothérapie individuelle est une démarche qui est assez frustrante pour tout le monde, mais particulièrement pour ces patients, et que ces patients ont un remède immédiat à la frustration, c'est-à-dire que sortant de séance, ils vont aller s'alcooliser. Et donc paradoxalement, alors même qu'on pensait qu'une démarche psychanalytique ou psychothérapeutique
pouvait améliorer les choses, puisque ça permet aux gens de se confronter aux questions de sens du rapport au toxique, eh bien malheureusement, dans un certain nombre de cas, ça aggrave plutôt les choses qu'autre chose. Donc on va privilégier plutôt la psychothérapie de groupe et l'identification projective entre ces patients, c'est-à-dire ce sont des patients qui vont rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes difficultés qu'eux, et alors qu'ils rentrent en soins avec cette idée qu'ils sont des ivrognes, des tarés, qui sont tout seuls à porter la misère du monde, eh bien ils rencontrent des gens qui, grosso modo, ont à peu près le même parcours qu'eux-mêmes. Et ça a un effet de soulagement de l'angoisse extrêmement important. Et par ailleurs, la dimension éducative s'appuie sur tous les principes de l'éducation pour la santé, c'est-à-dire on essaie de donner à ces patients l'information scientifique la plus complète possible sur leurs troubles pour qu'ils puissent s'autonomiser à partir de ces informations. Et donc, information sur la maladie, éducation pour la santé et psychothérapie de groupe sont vraiment les choses qu'on va privilégier dans le soin. Sauf que cet accompagnement thérapeutique, j'y vais à gros traits là parce qu'il faudrait dissocier ce qui est de l'ordre des cures ambulatoires, du sevrage, de la post-cure, etc. Mais on pourra le faire si vous le voulez dans la discussion. Le problème est que pour ces patients, la problématique du sens est quelque chose d'extrêmement problématique. Parce que, alors là je vais développer une hypothèse plutôt d'étiologie psychologique de ces troubles. Je ferai l'hypothèse que chez la plupart de ces patients, on observe une faille identitaire précoce, et là je renvoie aux travaux de Lacan sur un problème au niveau du stade du miroir. Je suppose que vous êtes tous familiers de ça, le stade du miroir, ça va ? Oui, non ? Bon, donc quelque chose s'est mal passé à ce niveau-là, et la gestalt du sujet s'en trouve trouée. Et bon, pour le dire autrement, cette faille identitaire précoce, elle va produire chez ces patients quelque chose qu'on recueille très souvent dans les récits, c'est-à-dire le sentiment pour ces personnes de jamais être au niveau, de ne pas être comme les autres, d'avoir le sentiment d'être moins ajusté, donc un sentiment de soi défaillant, et puis un rapport aux autres difficile, et ça fait système. Et puis à un moment, le sujet va rencontrer un produit externe qui là se trouve être l'alcool, mais ça pourrait être d'autres produits, qui dans un premier temps va être une très bonne réponse aux difficultés existentielles que se pose le sujet. L'alcool c'est un très bon médicament, s'il n'y avait pas tous les effets secondaires que ça entraîne, c'est les effets psychotropes qu'on connaît tous, sont des choses qui peuvent, pour des gens justement qui sont affectés par cette faille identitaire précoce, quelque chose de tout à fait important. Donc les individus font évidemment l'expérience de ces effets psychotropes, ils font aussi l'expérience de la fonction de lubrifiant social que peut avoir l'alcool dans nos sociétés, et dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle la période rose, l'alcool va être plutôt un ami, quelque chose qui est la moins mauvaise solution qu'ils ont trouvée pour régler leurs problèmes. Sauf que, avec l'alcool, évidemment, il y a ces effets de tolérance, c'est-à-dire la nécessité d'augmenter les doses pour obtenir les mêmes effets, et la capacité du sujet, à la fois physiologique et psychologique, de métaboliser des quantités de plus en plus importantes d'alcool, eh bien, trouve rapidement ses limites. Et on va voir apparaître rapidement un certain nombre de troubles, qui sont des troubles psychologiques, physiologiques, sociaux également, et puis assez rapidement on rentre dans ce qu'on appelle la période problématique, ce qu'on appelle la période noire, c'est-à-dire que le sujet a beau consommer de l'alcool, les effets psychotropes sont de moins en moins efficaces, le sentiment de mésestime de soi, le sentiment de soi défaillant réapparaît de plus en plus, et puis surtout la fonction d'intégration sociale qui était attaché à la consommation d'alcool, eh bien, tend à disparaître. Et il y a un phénomène de stigmatisation sociale, c'est-à-dire que nous avons un seuil de tolérance élevé par rapport à une consommation modérée d'alcool, mais un seuil de tolérance très très faible par rapport à des gens qui dépassent les bornes socialement admises. Ces bornes sociales étant par ailleurs extrêmement diverses en fonction des milieux. Bref, ce sujet qui a consommé de l'alcool pour être comme les autres, à un moment, se trouve identifié par les autres comme étant un alcoolique, ce qui est insupportable pour lui. Et ce qui explique ces phénomènes de déni qu'on observe très régulièrement avec ces patients. Et donc ce phénomène de stigmatisation sociale, t'es pas comme nous, t'es un alcoolique, renvoie le sujet immédiatement à cette faille identitaire précoce et permet de mieux comprendre ces difficultés qu'on a à établir, au moins dans un premier temps, une alliance thérapeutique avec ces patients. Mais du coup, alors je rentre dans la troisième partie de mon propos. Quelle perspective peut amener la clinique narrative dans l'accompagnement de ces patients ?
Alors d'abord, cette clinique narrative, Pauline l'a évoqué tout à l'heure, c'est véritablement une rupture clinique qui s'inscrit dans le droit fil de l'héritage psychanalytique. Bon, c'est cette révolution freudienne du passage d'une clinique de l'observation à une clinique de l'écoute. Vous connaissez tous cette histoire, Freud travaillant avec Charcot auprès des hystériques, et Charcot mesurant, observant très soigneusement les personnes qui présentent des troubles hystériques. Et puis Freud, qui a cette intuition qu'il faut quitter cette clinique du regard qui est objectivante, partiale et partielle, et rentrer dans une clinique de l'écoute parce que ce patient, il a des choses à dire. Et que, justement, ces troubles hystériques où on a des troubles où il n'y a pas de correspondance anatomique, eh bien ça obéit à une logique de représentation. Et cette logique de représentation, pour y avoir accès, c'est bien le détour par le récit qui va être essentiel. Et ça, c'est la révolution de la psychanalyse qui va imprégner ensuite la psychosociologie, la psychologie et les sciences humaines et sociales dans le droit fil de ses travaux. Donc c'est une clinique, cette clinique de l'écoute, c'est une clinique de la complexité qui est attentive à une perspective interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va mobiliser par exemple, je vous parlais tout à l'heure de sociologie clinique, on va s'appuyer à la fois sur la philosophie existentielle sartrienne, sur la sociologie bourdieusienne, et puis sur la psychanalyse freudienne, voire sur la psychanalyse lacanienne, pour essayer de décoder ce qui se passe dans le récit du patient. Elle se déploie au carrefour de l'objectif et du subjectif, de l'individuel et du collectif, du psychique et du social. Il me reste 10 minutes à peu près. Oui. Écoutez, je vais pas aller plus loin sur les aspects théoriques. Pour avoir le temps de vous raconter des histoires qui vous montrent comment ça fonctionne, je vais essayer de poser quelques problèmes cliniques dans le domaine de l'alcoolologie. Si on fait l'hypothèse que l'alcool a pu, au moins dans un premier temps pour ces patients, permettre de composer avec des difficultés existentielles qui étaient suffisamment importantes pour participer à l'installation de l'alcoolodépendance, il est peu probable que ces difficultés existentielles se soient totalement dissoutes dans l'alcool au fil du temps. Ça veut dire que quand vous retirez ces béquilles à quelqu'un, il faut lui réapprendre à marcher, et que les difficultés qu'il avait à marcher, il va falloir les prendre en compte. Du coup, comment on peut prendre en compte la résurgence de la problématique existentielle du sujet qui est liée à ce moment où il rompt avec le toxique? Eh bien, il va falloir, à mon sens, réintroduire le sujet dans une histoire singulière qui dépasse son rapport à l'alcool. Alors, il y a un triple enjeu autour de ça. D'abord, il s'agit de reconnaître à la personne alcoolique la capacité de porter un regard réflexif sur son histoire singulière. C'est pas gagné puisque, je vous ai parlé tout à l'heure des troubles de la temporalité. Pendant très longtemps, un certain nombre de cliniciens ont pensé que c'était pas possible de faire ce travail avec des personnes alcooliques. Il faut également pouvoir contrebalancer les effets réducteurs du discours sur la maladie alcoolique. C'est-à-dire que, je ne vous ai pas dit ça, mais le discours sur la maladie alcoolique, il est à la fois extrêmement efficient en termes de logique scientifique et de production d'abstinence, mais il a un effet secondaire, si je puis dire, c'est que les patients s'emparent de ce discours sur la maladie alcoolique et ne se définissent plus que par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils font un collage entre la question de l'identité et de l'appartenance, comme si leur identité se réduisait à un trait d'appartenance qui est celui d'être un malade alcoolique comme les autres. Alors, vous imaginez ce que ça peut donner, cette réduction d'un trait d'appartenance à l'identité. Si on réduit l'identité de quelqu'un à la couleur de sa peau ou à son appartenance ethnique, vous voyez les dégâts que ça fait. Bien là, ces patients ont tendance à s'emparer de cette carte d'identité qu'il aurait proposée et ne plus se définir que par rapport à ça, comme si le reste n'existait plus. Alors, ça fonctionne bien quand ils sont dans des milieux dans lesquels la notion de maladie alcoolique est bien connue, quand ils sont dans le terrain familier d'une certaine manière, mais dès qu'ils sortent de ces milieux familiers, dans lesquels l'altérité va à nouveau se poser de manière un peu dramatique, et bien là, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il s'agit, en réintroduisant cette histoire du sujet, de répondre éventuellement à la demande existentielle du sujet. C'est-à-dire que vous avez des gens qui n'en veulent rien savoir du sens de leur rapport au toxique, et il ne va pas falloir toucher à ça. Mais vous avez des gens qui s'interrogent et qui ne sont pas très à l'aise avec cette nécessité d'une abstinence totale et définitive. Et du coup, là, il faut pouvoir les accompagner. Et je vous l'ai dit, les moyens dont on dispose ne sont pas toujours bien ajustés.
Du coup, deux postulats. Premier postulat, c'est que la signification du recours à l'alcool ne peut pas être dissociée de la prise en compte de l'histoire affective, culturelle et sociale du sujet alcoolique. Et sous réserve de l'usage d'un dispositif approprié, eh bien, cette histoire peut être interrogée, problématisée, à partir d'un travail réflexif qui va être mené avec des pairs, avec d'autres patients. Alors, du coup, les histoires que je vais vous présenter, elles résultent d'un dispositif qui a été utilisé dans un centre de désintoxication pour personnes alcooliques où les gens sont hospitalisés pour traitement pendant 2 à 3 mois. Et j'ai travaillé avec des personnes volontaires. Alors à l'époque, j'étais moi-même soignant dans cet hôpital. Je terminais par ailleurs ma thèse et j'étais par ailleurs psychothérapeute. Donc j'avais plusieurs casquettes. Et j'ai substitué au groupe de psychothérapie habituel qui était fait avec les patients, des groupes centrés sur les récits de vie, sur les histoires de vie, en utilisant des supports inducteurs du récit qui étaient empruntés à la sociologie clinique, c'est-à-dire l'histoire du prénom, le travail sur l'arbre généalogique, le travail sur la trajectoire biographique, c'est-à-dire pour essayer d'amener les gens non pas seulement à parler de leur rapport à l'alcool, mais aussi de parler du rapport à leur famille, à leur profession, aux aspects transgénérationnels, etc. Je ne vous détaille pas trop le dispositif. Là, imaginez un groupe traditionnel de psychothérapie, donc 12 personnes qui se réunissent régulièrement. Là, c'est un groupe à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on se réunissait au minimum une fois par semaine, mais jusqu'à 3 ou 4 fois par semaine, et j'ajustais la durée des séances en fonction des besoins des participants. Donc, vous voyez, dans un espace hospitalier très contraint, donc le dispositif était contractualisé avec les patients, ils avaient une marge de manœuvre par rapport à ce type de dispositif. Alors, du coup, il me reste 10 minutes. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Frédéric. Alors, Frédéric, c'est un patient qui a une quarantaine d'années et qui arrive dans cet hôpital avec une injonction de son employeur assez forte. En gros, c'est « Monsieur, il faut aller vous soigner, sinon c'est la porte ». Il entre dans ce... Alors, je ne vous ai pas dit, dans ce type d'établissement où les gens restent 2 à 3 mois, la première dizaine de jours est consacrée à un sevrage, et au bout de 10 jours, les gens sont comme vous et moi. C'est vraiment les 10 premiers jours sont très médicalisés, et puis ensuite c'est vraiment un travail de psychothérapie de groupe et de travail institutionnel avec les patients. Donc Frédéric arrive, et puis je suis en train de constituer un groupe, donc de manière aléatoire, les gens rentrent, on leur propose éventuellement de participer à ce groupe, je les rencontre pour vérifier pour leur présenter ce qu'on va faire, et puis pour vérifier qu'il y a une structure de personnalité sous-jacente compatible avec le type de travail qui est proposé. En gros, qu'on n'a pas affaire à quelqu'un qui risque de faire une décompensation psychotique trop importante. Et Frédéric, je le rencontre, et d'emblée, c'est une relation qui n'est pas simple, parce que Frédéric est quelqu'un qui est issu d'un milieu plutôt des classes populaires, en tout cas qui se revendique comme tel, qui est un militant d'un grand parti de gauche de l'époque, et qui est affilié au syndicat afférent. En gros, il est militant au PC, il est affilié à la CGT, son discours est un discours de classe. Les bourgeois, on aura leur peau et on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et du coup, moi qui suis soignant, psychothérapeute et tout, je suis le petit bourgeois intellectuel, quoi. Et donc, il ne me donne pas carte blanche. Voilà, il faut que je fasse mes preuves, quoi. Il intègre le groupe, on commence à travailler, et en gros... Alors, j'aurais pas le temps de vous raconter une deuxième histoire, mais quand même, je vous en dis un mot. Ça va être très compliqué dans ce groupe qui accueille une dizaine de participants, parce que après 3 semaines de groupe, on a un autre personnage qui arrive, qui est Léon. Alors Léon, il a un profil tout à fait différent. Léon, il est médecin, cardiologue, malade alcoolique. Il arrive dans le service, qui est un hôpital assez important. Il rencontre un collègue psychiatre.
Et puis, il lui dit, j'ai entendu parler qu'il y avait un groupe d'histoire de vie, moi j'écris beaucoup sur mon histoire, j'ai absolument envie d'y participer, etc. Il fait l'article à mon collègue, qui du coup m'appelle, me dit, écoute, est-ce que tu pourrais prendre une personne supplémentaire dans le groupe. Le groupe est clos, il a commencé depuis 3 semaines. Du coup, je vais demander aux participants du groupe, et je demande aux participants du groupe s'ils accepteraient d'accueillir un nouveau participant. Léon arrive sympa, ils acceptent, Léon arrive dans le groupe, et alors là, je suis sidéré, Léon, il joue au médecin. C'est-à-dire que c'est incapable de parler de lui-même, c'est-à-dire qu'il s'aperçoit que c'est pas une promenade de santé, ce groupe-là, que les gens, ils parlent d'eux-mêmes et ils y vont, quoi. Et lui, il a une trouille bleue de ce truc-là, et du coup, il joue d'un faux self social, qui est faire le médecin. Et donc, il propose des interprétations du stucru, 3 œufs frais au kilo, si tu dis ça, c'est parce que, etc. Et puis, je sens la tension monter dans le groupe chez des gens qui sont déjà très investis, dont Frédéric, dont je vais vous parler, et vous comprendrez après. Je vois Léon à la fin du groupe, je lui dis, écoutez, là il y a un petit problème, je pense que c'est pas l'objet du groupe de vous comporter comme ça, vous êtes là pour parler de vous-même. Ah oui, j'ai bien compris tout ça. Deuxième séance, il refait la même chose. Et là, ça pète. Il s'en prend mais plein la tête par les gens du groupe, qui sont plutôt des gens issus des classes populaires, qui ont un lieu là où ils peuvent enfin parler d'eux-mêmes, et qui se voient ce lieu confisqué par ce qui se donne à voir, c'est-à-dire un bourgeois dominant qui joue de son statut pour les empêcher de parler. Et je serais obligé là d'arrêter le groupe et de faire une interprétation très socio-clinique de ce qui est en train de se passer pour que Léon, ce fameux médecin, baisse un peu la garde et nous raconte cette histoire que je n'aurai pas le temps de vous raconter aujourd'hui, mais qui est une histoire en fait où il a vraiment le sentiment d'être un vilain petit canard, d'être un mal-aimé, et qu'il a toujours fait ce que les autres attendaient de lui-même au travers d'un statut social. Je reviens à l'histoire de Frédéric. Frédéric, il raconte l'histoire suivante. Il dit, moi, mon enfance, elle a été tout à fait heureuse. Je suis né dans une famille... alors, on le voit très très bien avec l'arbre généalogique qui permet d'objectiver les choses. Je suis né dans une famille où les choses sont assez tranchées en termes de genre. C'est les hommes travaillent, les femmes restent à la maison, s'occupent des enfants. C'est un milieu assez machiste, d'une certaine manière. Pas d'une certaine manière, c'est un milieu très machiste. Et tous les hommes de la famille, depuis 4 générations, ont exactement le même profil, c'est-à-dire qu'ils commencent au bas de l'échelle sociale, et à force de travail, ils vont conquérir des places d'encadrement, des places de responsabilité. Alors c'est par exemple un de ces arrière-grands-pères qui commence simple matelot, qui finit chef de bord dans la marine marchande, c'est un oncle qui commence simple ouvrier, qui finit ingénieur maison, enfin vous voyez, mais... La caractéristique de tous ces hommes, c'est que jamais ils ne trahissent la cause populaire, tous sont encartés au PC, tous militent à la CGT et défendent la lutte des classes. Et Frédéric dit, moi je me suis inscrit complètement là-dedans. Alors c'est un brillant élève, il a fait une trajectoire scolaire d'exception, il va faire un bac scientifique où il va obtenir une mention très bien, mais dans son milieu, on ne fait pas des études longues, c'est vraiment quelqu'un qui aurait pu faire rentrer à l'université, faire un cursus doctoral, mais non, ça ne se fait pas dans son milieu. Dans son milieu, on fait un boulot technique, une formation courte qui débouche rapidement sur l'emploi. Donc il va faire un BTS, il va sortir major de sa promo, et par ailleurs, il commence à travailler comme technicien supérieur. Avant ça, il fait l'armée, il va faire son service militaire, à l'époque le service est obligatoire. Il a quelques épisodes d'alcoolisation, mais qui n'ont pas de caractère pathologique, a priori. À l'issue de son service militaire, il rentre dans une administration comme technicien supérieur, il travaille, il est délégué syndical et il milite au PC et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que il va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. Il rencontre une femme, et là c'est l'histoire de Roméo et Juliette. Il rencontre une femme qui appartient à un milieu social qui est totalement différent du sien. Cette femme est danseuse professionnelle dans un ballet contemporain assez célèbre à l'époque, et elle appartient à une famille qui n'est pas du tout la famille de Frédéric. Le père de cette femme est gérant d'une galerie d'art moderne à Paris, et le frère de cette femme est lui-même danseur professionnel et par ailleurs homosexuel. Donc vous voyez l'écart social entre la famille de Frédéric, faite de l'UMA, CGT, etc., et puis une bourgeoisie qui n'est pas une bourgeoisie qui est une bourgeoisie où les richesses sont nécessairement très importantes, mais le capital culturel qui est possédé par cette famille est vraiment extrêmement impressionnant. Et ils tombent follement amoureux l'un de l'autre,
Et Frédéric nous dit dans le groupe, écoutez, moi mon drame, c'est pas l'alcoolisme. Mon drame, c'est l'impossibilité d'avoir eu un enfant avec cette femme. Et il nous raconte la scène suivante. Il dit, voilà, on avait rendez-vous chez un spécialiste, et ce spécialiste va nous déconseiller formellement d'avoir un enfant, alors qu'on désirait vraiment avoir un enfant, parce que cette femme est atteinte d'une maladie auto-immune qui nécessite à l'époque des traitements corticoïdes assez élevés, et le fait d'entamer une grossesse désorganiserait complètement le traitement et mettrait la vie de la mère et de l'enfant en jeu. Et Frédéric nous dit, mais ça a été un cataclysme quand le médecin nous a annoncé ça. J'ai senti qu'un élastique se cassait et vraiment, j'ai été complètement laminé par cette situation. Bon. Alors il continue son récit, puis il dit, puis finalement après, on s'est séparés avec cette femme. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Et puis après, il dit, je crois que j'étais tellement déçu de ne pas pouvoir avoir cet enfant que voilà, ça a abîmé notre relation. Il va partir à l'étranger, il va faire gentil organisateur dans un club de vacances pendant quelques années. Alors là, il dit, je fais la fête, je m'étourdis de rencontres faciles, enfin, etc. Et puis, un soir, il s'interroge, il dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? C'est n'importe quoi. Il décide de rentrer en France, il retourne chez ses parents, il va préparer 2 concours administratifs très difficiles, qu'il va réussir brillamment, et il intègre une grande administration. Il est basé à Paris et il se balade au Luxembourg un dimanche et il tombe à nouveau sur cette femme qu'il a quittée 3 années plus tôt. Et à nouveau la magie opère. Le couple décide de partir dans le sud pour des vacances. Ils partent 15 jours en vacances dans le sud et c'est vraiment merveilleux. Ils décident de se marier. Et voilà, le jour du mariage arrive et ils se marient dans le sud-ouest, dans un restaurant qui a cette particularité de surplomber des terrasses en espalier. Et sur l'une de ces terrasses, il y a un terrain de cesta punta, de pelote basque. C'est le repas de fête. Ils se sont mariés non pas à l'église mais à la mairie, vu les valeurs défendues par Frédéric. Et puis le repas c'est un peu compliqué parce que vous imaginez ces 2 familles avec des habitus quand même très très différents, il y a de la gêne, ça se passe pas très bien, les gens savent pas trop quoi se dire. Et en plein milieu du repas, un match de cesta punta commence et la famille parisienne qui n'a jamais vu ça se lève pour aller regarder le match. Et Frédéric se sent profondément humilié. Il dit, mais on ne fait pas ça, on se lève pas, on laisse pas les invités comme ça, enfin. Et puis il se fâche, il s'engueule avec sa femme, il quitte le mariage, et 15 jours après, ou 3 semaines après, il décide de divorcer. Voilà l'histoire que raconte Frédéric. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va mettre ça au travail. C'est un récit. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme hypothèse qui soit signifiante pour Frédéric pour expliquer son recours à l'alcool? Donc on va se centrer pendant 2-3 séances sur ce récit qui va par ailleurs mettre en forme de manière écrite, etc. Et puis l'un des membres du groupe interpelle Frédéric alors qu'on est en train de travailler sur son texte. Il dit, écoute, moi j'aimerais bien que tu nous reparles un petit peu de la vie avec cette femme parce que c'est quand même extraordinaire cette histoire d'amour. Et Frédéric là nous raconte la rencontre avec cette femme et il nous dit, mais alors... C'est un type très dur, c'est un type d'abord physiquement assez massif, qui a des tatouages partout, puis qui est pas un tendre. Et Frédéric, en racontant cette histoire, se met à fondre en larmes. Et il nous dit, mais vous savez, la rencontre avec cette femme, c'était la rencontre avec la part oubliée de moi-même. Et là, il nous raconte ce qu'était sa vie dans sa famille. Il dit, vous savez, moi dans ma famille, le côté musique, le côté spectacle, le côté artistique, c'était pas du tout valorisé, ça n'avait pas de sens, quoi. Fallait être un homme, un vrai, voilà. Et puis il a complètement investi cette image-là, et puis tout le côté délicat, artistique, etc., ça m'était complètement interdit. Et là, la rencontre avec cette femme, ça a été tellement sidérant, c'est parce qu'elle m'ouvrait un univers qui m'était complètement interdit. Alors bon, on laisse ce moment d'émotion passer un peu, on prend un café, on se remet en groupe, et puis un autre des membres du groupe lui dit, écoute Frédéric, quand même là, je comprends pas bien ce que tu nous dis, parce que quand on rencontre la part oubliée de soi-même, ou quand on rencontre chaussure à son pied, ça a plutôt tendance à améliorer les choses. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu peux nous expliquer que ça a merdouillé comme ça avec cette femme? Et là, Frédéric va commencer à rentrer dans une interprétation plus sociologique de son rapport avec cette femme. Et il nous explique, il dit,
Ah ouais, quand j'étais avec elle, il y a eu un moment donné, on habitait ensemble. On était dans un grand loft parisien qui était prêté par le beau-père, dans un quartier plutôt sympa de la capitale. Et il dit, c'était génial. Il dit, moi dans la journée, je bossais, j'étais technicien, je militais, j'étais avec mes potes, tout ça. Et le soir, je rentrais, c'était extraordinaire. Il y avait toujours un tas de monde à la maison. Il y avait des écrivains, des philosophes, des danseurs, des poètes, tout ce dont auquel j'avais jamais eu accès, quoi. Et puis il nuance un peu, il dit oui, enfin en même temps, quand je rentrais, j'étais un peu la cinquième roue du carrosse. Moi, mon côté technique, mon côté sport, ça intéressait personne. Il dit jamais j'ai pu inviter des copains faire une belote à la maison, regarder un match de foot. Par contre, tous les week-ends, je me tapais les expositions de Kandinsky, etc. Vous voyez, c'est-à-dire que le rapport à la culture est totalement disparitaire dans le couple, qui s'oppose totalement aux habitus qu'il a construits dans sa propre famille, évidemment. Donc on peut en faire une lecture sociologique de cette affaire-là, et des stratégies conjugales qui existent. Les sociologues ont parfaitement écrit ça. Et disant ça, Frédéric se tape sur le front, il dit « Bon sang, mais c'est bien sûr, je sais ce qui s'est passé. » Et il va dessiner, deux cercles. Et dans le premier cercle, il va faire monde technique. Alors dans le monde technique, il y a sa famille, son boulot, son héritage culturel, enfin etc. Un certain nombre de choses qui sont, ses habitus primaires. Et puis il fait un second cercle, et puis il met monde des arts. Et dans le monde des arts, c'est tout ce dont il a accès lors de la rencontre avec cette femme. Et il nous dit, pour que ces deux univers puissent communiquer, il aurait fallu une interface. Et cette interface, ça aurait été un enfant. L'enfant, dit-il, c'est ce qui aurait permis de donner corps à notre relation. Ça aurait permis de donner chair à notre relation. Ça nous aurait permis de dépasser ces contradictions. Puis il dit, vous savez ce qui s'est passé, on n'a pas pu avoir d'enfant. Il gomme l'enfant qui est entre les deux cercles, et puis il note alcool. Il dit, l'alcool, c'est ce qui me permettait de passer d'un univers à l'autre et de supporter les contradictions que je rencontrais. Et il va donner cette métaphore magnifique, une métaphore cinématographique. Il dit, je me suis trouvé en fait dans la peau du Dr Jekyll et dans la peau de Mr Hyde. Dans la journée, j'étais le bon Dr Jekyll. Je faisais ce qui était attendu de moi depuis des générations dans la famille. Je me comportais exactement comme on était en droit d'attendre pour moi. Et puis le soir, quand je rentrais à la maison, j'étais Mr Hyde, je frayais avec la bourgeoisie, avec l'ennemi de classe, au sens propre comme au sens figuré. Et pour passer d'un univers à l'autre, pour supporter cette tension-là, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'alcooliser. Et puis, il se fera piéger petit à petit. Mais enfin, voilà le sens singulier qu'il donne à son rapport avec l'alcool. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans le groupe, tous vont devoir rester abstinents. Ils sont atteints d'une maladie alcoolique qui nécessite une abstinence totale et définitive. On pourra revenir dans le débat sur ces questions-là, puisque maintenant, il y a des débats autour du baclofen, etc., mais ce n'est pas mon propos. Mais en tout cas, il a une histoire singulière qui l'identifie comme un sujet singulier et qui fait que Frédéric, c'est pas Paul, c'est pas Pierre, c'est pas Jacques. Bien sûr, ils ont un trait d'appartenance qui est commun, mais il a une identité singulière, et ça produit des effets dans l'après-coup pour gérer au mieux l'abstinence. Alors, j'ai eu des nouvelles après, je vous en donne brièvement. Il se trouve que je suivais les patients au début de je faisais des entretiens de recherche en début de cure, en fin de cure, 6 mois après, 1 an après. Alors, Frédéric, ce qu'il est devenu, c'est que il a retrouvé une compagne qui est d'un milieu social un peu plus proche du sien, et puis il a continué à militer sur le plan syndical et politique, il continue à avoir une activité professionnelle régulière, mais il s'est mis à une activité artistique. Alors, son activité artistique, il fait de la sculpture, mais il ne fait pas n'importe quelle sculpture, il fait de la sculpture à partir de matériaux de récupération industrielle, des tôles, du métal, etc., des compressions, des choses comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire son activité artistique, d'une certaine manière, garde des liens de proximité avec son héritage populaire auquel il est extrêmement attaché, et avec cette obstination durable dans la famille que... Bon, voilà, il y a une injonction très très forte qui pèse sur les hommes de cette famille, et évidemment, prendre des libertés par rapport à cette injonction, c'est sur le plan identitaire, prendre un certain nombre de risques, ce qu'il a fait à un moment donné, sans doute à juste titre, mais qui négocie un peu autrement aujourd'hui, et sur le plan de l'abstinence, il va plutôt bien aux dernières nouvelles que j'ai eues. Donc voilà, vous voyez comment ce détour par la clinique narrative permet de venir en complément des traitements qui sont proposés dans ces institutions, tout en permettant
non pas un effacement de la figure du sujet, mais au contraire de promouvoir cette figure du sujet et d'un sujet qui récupère des capacités d'agir supplémentaires par rapport à des gens qui ne peuvent pas bénéficier de ce type d'accompagnement. Puisque j'ai fait des comparaisons aussi entre groupes, des gens qui suivaient le traitement habituel et puis des gens qui suivaient ce type de traitement. Et au bout du compte, évidemment, on voit une différence assez nette entre ces deux groupes. Voilà, à gros traits, ce que je voulais vous dire. J'espère avoir répondu à la commande, ne pas vous avoir trop... Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des remarques, des questions. Moi, ce qui me vient en ce moment, dans l'actualité, j'entends beaucoup de personnes qui parlent dans le rapport à la politique, du choix de candidat, et plein de bouts de vie, pour fragments de vie, qui argumentent pour un vote extrême droite. Et la question que je me pose, c'est à la fois, je me dis, c'est un accès à la parole qui est donné, pouvoir s'exprimer, et à la fois un enfermement dans le discours. Parce que, ce qui me lève là, c'est qu'il n'y a pas de traitement de la parole. Une parole qui est jetée, pas celle qui est donnée, qui est même affirmée. Et voilà, en vous écoutant, je me dis, qu'en fait la personne, et qu'en fait aussi l'écoutant, moi, pas grand-chose, sinon je comprends, j'essaie de comprendre d'où la personne parle, ce qu'elle veut dire, là on n'a pas été écouté, comment elle peut peut-être transformer son discours et sa trajectoire sociale, mais c'est pas si simple que ça. Non, je suis complètement d'accord avec vous. De toute façon, je pense que les récits de vie peuvent donner le pire comme le meilleur. C'est-à-dire qu'on voit bien l'instrumentalisation du récit, par exemple, dans le champ du travail social. Donne-moi ton récit, je te donnerai un droit social. Et on voit bien, par exemple, avec tout le recueil de récits auprès des réfugiés qui doivent livrer un récit qu'ils espèrent conforme pour être accueillis. Vous voyez ce genre de dérive. Il y a aussi évidemment tout cet excès de parole non cadré dans l'espace public qui ne dit finalement pas grand-chose, sinon des choses peu réfléchies. Et puis après, il y a des dispositifs narratifs dans lesquels l'accueil de la parole d'autrui, d'abord le contexte de production du discours obéit aussi à un certain nombre de points de repère, et où le travail avec le sujet autour de cette parole est cadré par des dispositifs qui sont clairement établis. Évidemment, ça ne produit pas la même chose. Ça produit pas la même chose. La production du récit en tant que récit, c'est pas parce qu'on... Le discours, il peut être performatif, mais il peut être aussi... Il n'y a pas d'effet magique du récit. À mon sens. Où situez-vous le storytelling là-dedans ? Alors, le storytelling, précisez votre question peut-être. Vous avez parlé un peu de tous les champs qui ont permis, dans ma lecture, qui permettent à la personne de développer de la réflexivité, et puis de quelque part se projeter au-delà de ce qu'elle est avant de faire. C'est la narrative, vraiment. Et aujourd'hui, il y a, pour reprendre un peu le discours politique, les hommes politiques utilisent énormément le storytelling. Aujourd'hui, si jamais vous voulez monter dans le monde digital, si vous voulez monter une entreprise, vous avez intérêt à utiliser ce storytelling qui raconte une histoire qui fait qu'en fait on capte les investisseurs, ou on capte les électeurs, ou on capte... Oui, alors... Moi, je n'ai pas étudié particulièrement ces questions-là. Pour être clair, ce que j'ai précisé dans les approches biographiques, c'est ce qu'on peut repérer aussi, ce qu'on peut repérer aujourd'hui dans les pratiques de recherche qui utilisent le récit. Il y a plein d'autres pratiques qui utilisent du récit, pas forcément avec des finalités de recherche. Donc sur le storytelling, à mon sens, ce n'est pas une pratique de recherche. Ne l'ayant pas étudié, je ne peux pas vous en dire grand-chose, si ce n'est que, voilà, bon, je
pense qu'il faudrait mener une réflexion à la fois philosophique et sociologique et politique sur ces questions-là. Ne l'ayant pas fait, je ne peux pas vous dire grand-chose. Je pense qu'il y a aussi, des pratiques du récit émergentes, alors qui le sont un peu moins aujourd'hui, mais autour des blogs, autour d'Internet, etc. Et là, je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Tout récemment, j'étais au Brésil et un jeune auteur, Pedro Gabriel, il faut savoir qu'au Brésil, c'est pas du tout un pays comme la France où on vend beaucoup de livres. Alors ce jeune poète qui dessine des mots MOTS, mais qui traduisent des mots MAUX, il a un succès considérable. Il vend presque autant qu'un auteur comme Paulo Coelho au Brésil, ce qui est considérable. Et j'ai fait un entretien avec lui. Et on est vraiment là à l'interface du geste automédial, c'est-à-dire comment certains individus se servent d'un média qui va être là, le dessin, l'écriture, la graphie, pour rendre compte d'un récit qui par ailleurs trouve un écho dans la jeunesse brésilienne d'aujourd'hui, qui est assez désespérée par rapport à l'évolution politique du pays. Voilà, mais on pourrait multiplier les exemples. Là, je ne vous ai parlé que des domaines de recherche dans les sciences humaines et sociales que je connais un tout petit peu de ça, mais évidemment ça n'épuise pas le sujet. Mais excusez-moi, je vous ai coupé la parole. C'était juste que moi, justement, je pense que le storytelling, il est utilisé pour réhumaniser ces grosses industries et la politique, et justement pour essayer d'individualiser. Moi, j'ai cette histoire-là pour séparer les parcours. Je serais prudent. Non, mais dans le sens, je pense que les personnes qui utilisent ce discours pour valoriser leur entreprise, par exemple, ou pour montrer d'où ils viennent. Peut-être. Je ne connais pas suffisamment. Ça dépend, je pense, bien sûr, des je ne connais pas suffisamment le sujet, mais je ferai l'hypothèse que dans ces pratiques de storytelling, il y a aussi des storytelling qui visent au contraire à favoriser le collage de l'idéal de l'entreprise avec l'idéal du sujet dans des pratiques qui sont finalement assez manipulatoires, sous couvert de présenter quelque chose qui serait humaniste. Vous voyez, c'est-à-dire que les sociologues ont très bien montré ça, comment l'entreprise va être présentée comme un lieu de réalisation de soi, alors qu'en fait il y a un effet de l'heure où le sujet finalement il n'est libre que de s'imposer des contraintes qu'il accepte et qu'il produit lui-même. C'est un peu délétère. Pourriez-vous peut-être nous expliquer davantage les différences entre la clinique narrative éducative et une psychothérapie de groupe? Ah, c'est une très bonne question. Alors, c'est l'un des problèmes qu'on rencontre avec les approches biographiques. C'est-à-dire que vous voyez que j'ai mis les approches psychobiographiques dans les approches biographiques. Néanmoins, dans des domaines qui ne sont pas des domaines thérapeutiques, comme le domaine de la formation, le domaine de l'accompagnement, etc., ou la sociologie clinique, on a régulièrement ce qu'on appelle des effets d'allègement du symptôme. C'est une manière de botter en touche pour dire qu'on a des effets thérapeutiques. Mais l'offre n'est pas thérapeutique. C'est-à-dire, paradoxalement, enfin, c'est même pas un paradoxe, c'est assez proche de ce qu'on observe en psychanalyse. Comment dire ? Lorsque le dispositif est suffisamment protecteur et que les gens ont suffisamment confiance et que les animateurs sont suffisamment formés, on a parfois dans ces groupes, je ne parle pas des groupes en alcoolologie, je parle plutôt de groupes en sociologie clinique où les gens viennent se former à la recherche, etc. On a des effets, qu'on pourrait qualifier de thérapeutiques et qui sont d'autant plus thérapeutiques que le cadre proposé ne l'est pas. En d'autres termes, c'est bien parce que les gens ne sentent pas une pression médicalisante ou psychologisante que certains problèmes peuvent être abordés et traités d'une manière qui produit des effets thérapeutiques. Je pense par exemple au phénomène de grande violence, de torture, de viol, de choses comme ça, où l'instance de groupe
joue un rôle important dans le traitement de ces questions-là, particulièrement lorsqu'il n'y a pas pu y avoir de jugement ou de choses comme ça. Et là, le support du groupe et le fait que ça ne soit pas un groupe thérapeutique peut être extrêmement complémentaire de pratiques thérapeutiques par ailleurs, voilà, dont on connaît les effets. Mais c'est une vraie difficulté parce qu'en formation d'adultes aussi, on a... voilà, les gens viennent vous parler de leur trajectoire et des fois ils déposent des choses qui sont très très lourdes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on botte en touche en disant oh là, il faut que vous alliez voir le psychologue, ou est-ce qu'on s'en occupe dans le cadre du groupe de formation? Et la capacité d'un groupe à pouvoir accueillir quelque chose, en particulier je pense aux professions du travail social, dont c'est le métier d'écouter la souffrance des gens. Quand vous travaillez en formation continue avec ces travailleurs sociaux, il n'est pas rare que si quelqu'un craque et vous raconte quelque chose de difficile, il s'excuserait presque d'avoir de l'émotion. Vous voyez? Mais la capacité de ce type de groupe à pouvoir accueillir cette émotion et la mettre au travail et de voir qu'est-ce qu'elle recouvre comme type de nœud socio-psychique derrière et qu'on mette ça au travail est extrêmement prédictif de compétences à l'accompagnement chez les personnes qui participent à ce groupe. Donc voilà, mais c'est un truc délicat. On est en train d'écrire un livre avec Vincent de Goldjak. Alors je ne le coordonne pas, j'y ai un article, mais Vincent de Goldjak et Claude Coquel vont faire paraître en août prochain un ouvrage sur ces questions-là, sur les rapports entre sociologie et psychothérapie au pluriel. Ça paraîtra chez RF dans la même collection. Et moi-même, j'ai publié un ouvrage sur ces questions-là avec Guy Tuillers en 2002, sur les liens et les frontières entre psychothérapie, récit de vie, histoire de vie et psychanalyse. Et c'est des questions, c'est un serpent de mer. Je pense qu'on n'aboutira jamais à une réponse absolue sur ces questions-là. Les animateurs qui participent à vos cours, du coup, ils sont formés comment? Enfin, ils ont quelle formation? Alors, ça dépend des dispositifs. Moi, je travaille surtout dans le domaine de la sociologie clinique, et là, tous les animateurs sont soit des gens qui ont une formation sociologique de base ou une formation en psychologie, psychothérapie de base, et qui se forment ensuite soit pour les psychothérapeutes à la sociologie, soit pour les sociologues à la psychothérapie, et qui ont une formation assez longue, qu'on anime avec Vincent de Goldjak, qui dure 3 à 4 ans. Donc ce sont des gens qui ont une formation idoine pour pouvoir utiliser les récits de vie dans le champ de la sociologie clinique. À tout le moins, pour utiliser les récits de vie, il faut pouvoir avoir fait soi-même son propre récit de vie. Et s'il vous plaît, justement, par rapport à ce récit, est-ce qu'on pourrait dire en quelque sorte que ça sert aux patients d'effectuer leur propre diagnostic d'eux-mêmes, finalement, ou de leur pathologie? Ou en tout cas l'évolution de ce récit, je pense notamment au fil des séances, je pense à oui. Alors ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est par rapport à un mot qui a souvent été employé ici, justement le savoir expérientiel de ces patients, tous alcooliques en l'occurrence, mais ça peut s'appliquer à bien d'autres choses. Comment vous, en tant que thérapeute, vous organisez ces séances? Quel était votre rôle exact par rapport au fait, et comment vous leur permettiez d'évoluer par rapport justement au fait on va dire, de situations où deux ou trois de ces personnes auraient pu se rencontrer seules, sans votre intermédiaire? Vous voyez ce que je veux dire? Mais je crois. Alors, rappelez-moi votre première question, c'est la question de l'autodiagnostic. En quelque sorte, est-ce que ce récit et cette évolution en fait, du récit, notamment au fil des séances, on pourrait dire qu'en fait ça permet aux personnes de poser une sorte de diagnostic, de même en tout cas de la pathologie dont ils souffrent? Alors non, je ne crois pas, parce que c'est fait ailleurs. C'est-à-dire que j'ai bien précisé que ce type de groupe est organisé dans un espace dans lequel le travail sur le diagnostic, l'information, etc., ils l'ont ailleurs. C'est-à-dire toute la partie d'information scientifique sur la maladie alcoolique, qu'est-ce que c'est le diagnostic, etc., c'est posé ailleurs. Tout ça, j'ai pas besoin d'y revenir dans ce groupe-là. Donc s'il y a un autodiagnostic, c'est plus un autodiagnostic expérientiel que biomédical, si vous voulez. Alors la seconde chose, quelle est la différence entre ce type de groupe et puis une rencontre finalement empirique? C'est la visée et les supports qu'on utilise. Alors mon rôle là-dedans, c'était d'être animateur, si vous voulez, donc de tenir le cadre, comme c'est fait dans un groupe de psychothérapie. Donc vous êtes garant du cadre, vous négocier un certain nombre de choses avec les participants, bien sûr, ça je l'ai dit, et puis après vous apportez les supports à partir desquels les gens vont travailler. C'est-à-dire que
Un récit, il est toujours contextualisé et il est adressé. Alors, il y a des aspects formels. Les aspects formels, c'est les outils que j'utilise pour que les gens produisent du récit. C'est des récits, c'est des outils qui vont me permettre d'amener les gens à faire des croisements que j'estime nécessaires. C'est-à-dire en particulier les croisements entre le registre intrapsychique et le registre social. Ça, c'est une première chose, et ce sont des choses objectives. En gros, j'ai des outils. Et puis, il y a des dimensions plus subjectives ou plus intersubjectives. C'est un groupe, ça se constitue de manière archaïque. C'est-à-dire que c'est vraiment l'inconscient collectif qui est en jeu, et la capacité de l'animateur à jouer avec ces dimensions collectives et avec ces dimensions intersubjectives, évidemment, produit aussi des résultats. C'est-à-dire que Frédéric n'aurait probablement pas produit tout à fait le même discours dans ce groupe-là, où il y avait Léon, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que dans un autre groupe. Vous voyez, le fait qu'à un moment donné, ça pète dans le groupe parce qu'il y avait un ennemi de classe ou supposé tel, je ferai l'hypothèse que ça a eu, et pour Léon et pour Frédéric, une incidence sur le type d'hypothèse qu'ils ont pu produire. Alors, pour finir sur cette question de ma place, une des difficultés que j'ai rencontrées, c'est la question classique en psychanalyse du sujet supposé savoir. C'est-à-dire que les gens vous mettent à une place et c'est pas vous qui décidez. C'est-à-dire qu'une fois que les gens, après un mois de travail, avaient fait leur récit, l'avaient mis en forme au travers d'une autobiographie, et qu'il a commencé à s'agir de travailler sur ces récits pour produire des hypothèses de travail, ils me déléguaient ce travail. Mais c'était ça, vous voyez, Christophe, tu sais, c'est toi qui sais, tu vas mettre. Et donc du coup là j'étais très embêté avec ça, et vous n'avez pas vous allez vous dire aux gens, mais non, c'est vous qui allez faire le boulot, vous êtes expert de vos existences, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est une construction qui n'est pas simple à déconstruire comme ça. Et donc là j'ai fait intervenir des tiers, c'est-à-dire qu'à l'époque l'un de mes directeurs de thèse, qui était Gaston Pinault, que les participants connaissaient d'ailleurs pour avoir lu un certain nombre de ses travaux, est venu dans cet hôpital rencontrer les patients, regarder un peu ce qu'ils avaient fait, et puis leur dire c'est super intéressant ce que vous avez fait. Alors vous imaginez, pour des patients qui en général ont une estime d'eux assez faible, voir un professeur d'université mondialement connu venir leur dire c'est super ce que vous avez fait et c'est pas Christophe qui va interpréter votre récit, c'est vous qui devez le faire, ça a produit des effets. Ça a produit un effet de bascule qui a eu un effet clinique tout à fait repérable, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les gens se sont autorisés à me tutoyer. C'est-à-dire que, bon, moi par ma formation, ça, je vous vois les gens, hein, et les gens me voient, voilà, souci de distance qui est lié à ma culture psychanalytique, etc. Et dans ce groupe-là, à partir du moment où il y a eu cette intervention-là et où il fallait se centrer pour construire des hypothèses de travail, eh bien, le tutoiement petit à petit s'est imposé. Et ça dans plusieurs groupes, hein, c'est pas une fois. Hein. Et donc je devenais non plus ce sujet supposé savoir qui du coup empêchait le boulot, mais un membre du groupe, pas tout à fait comme les autres parce que j'étais pas malade alcoolique, mais en tout cas, voilà, il y avait une parité, il y avait une augmentation de la parité relationnelle qui s'instaurait dans le groupe et qui a permis ce travail de co-construction de sens avec eux. Parce que sinon, vous pouvez recueillir des récits, vous faites une très belle interprétation, mais qui peut n'avoir aucun sens pour la personne avec qui vous avez travaillé si c'est pas construit avec elle. Là, donc vraiment, c'est quelque chose qui a été fait avec eux, qui a été validé avec eux, et le résultat de cette recherche qui a été un livre, je n'ai publié que des choses que les gens qui avaient participé ont lu et avec lesquelles ils ont donné leur accord. C'est pas une construction dans l'après-coup à distance du travail qui a été fait avec les gens. C'est vraiment un travail de co-construction sur les exemples cliniques, hein, bien sûr. Ça répond à votre question ? Oui, pour prolonger la réponse que vous disiez tout à l'heure, en fait, les personnes arrivent avec un diagnostic biomédical, mais en fait la personne a pu construire un diagnostic expérientiel, un auto-diagnostic expérientiel. Est-ce que ce n'est pas une manière de s'approprier et de pouvoir cheminer derrière ? Ben si, justement, c'est l'objectif. L'idée, c'est ça, c'est de permettre aux gens de se singulariser et puis de pouvoir exister comme sujet non réductible seulement à cette maladie
voilà, en fait, que le symptôme ne prenne pas toute la place, quoi. Même si, par ailleurs, on peut discuter sur est-ce que l'alcoolisme est un symptôme ou pas, c'est encore une autre affaire. Mais oui, essayer que les gens voilà, réouvrir un peu la question identitaire, quoi, hein, pour ces personnes. Ce qui est un problème technique avec ces patients. Le champ d'application de la clinique narrative à l'hôpital, paraît assez vaste. Oui. Mais en pratique, comment la valoriser, lui laisser de la place, la financer? On est face à une médecine qui est ultra technique et ultra performante. Et même la psychanalyse a été complètement évacuée. Comment faire pour ce qui concerne les étudiants en médecine? C'est un enseignement qui est complètement bénévole, il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Voilà, quelle est d'après vous l'avenir de la clinique narrative? Écoutez, moi je pense que l'avenir de la clinique narrative, la clinique narrative a de beaux jours devant elle, mais pas forcément dans le champ médical, compte tenu de l'évolution du champ médical aujourd'hui, qui est pas tant. Comment dire? Je pense que ce qui pèse aujourd'hui sur le milieu médical, c'est vraiment des injonctions économiques, comptables et une raison instrumentale voilà. Alors, je pense qu'on va dans le mur avec ça. Voilà, on a des beaux discours. On a des beaux discours, mettre le patient au centre du dispositif, etc. Il suffit d'aller un tout petit peu sur le terrain pour voir que cette gestion liée au New Public Management de la santé est une catastrophe. Donc je pense qu'à un moment donné, voilà, ça ne pourra plus fonctionner et que effectivement des choses qui ont été un peu oubliées sans doute, que ce soit dans la formation, dans les pratiques, etc., vont revenir. Et je pense que la clinique narrative a effectivement d'autant plus une place à jouer que tous les praticiens empiriquement font de la clinique narrative. C'est comme M. Jourdain fait de la prose, on fait tous du récit de vie, parce que voilà quoi. Et qu'après, ben voilà, il y a des dispositifs, il y a des courants qui ont bien travaillé ces questions-là, et que le jour où le collègue médecin ou soignant ont besoin de ces courants, de ces pratiques, ils peuvent les solliciter sans aucun souci. Alors on parlait tout à l'heure des collègues de Paris Descartes, hein, qui introduisent la médecine narrative dans la formation des médecins en 4e année, hein, je crois. C'est bien ça, hein? Je crois que c'est première année d'externat, je pense, hein, c'est ça. Ouais. Manifestement, ça a l'air de donner de bons résultats. Mais en même temps, c'est très fragile, parce qu'on voit bien qu'ils sont un peu isolés. Hein. Alors je pense qu'il y a aussi beaucoup de pistes du côté de l'éducation thérapeutique des patients. Beaucoup de choses se font de ce côté-là. De l'université ouverte des patients. Hein, donc il y a des choses qui se font, mais c'est vrai que c'est pas dominant actuellement. Je pense aussi que... j'essaie de vous montrer que ce que je vous présentais, c'était pas contre, c'est en complémentarité, et je pense que ça c'est important. C'est-à-dire que si la médecine narrative doit se développer, ça sera en complémentarité, pas contre la médecine biomédicale. Et pour que ça soit valorisé, il faut qu'il y ait des résultats. Comment on trouve les résultats? Alors c'est bien toute la difficulté de l'évaluation. C'est bien toute la difficulté de l'évaluation. Comment montrer aux décideurs que la prise en compte de la subjectivité, c'est quelque chose qui, à terme, peut produire des économies. On le sait intellectuellement. On sait par exemple que l'éducation thérapeutique du patient, pour 1 euro dépensé, c'est 7 euros d'économie en termes de santé publique. Donc on le sait, mais c'est pas entendu. C'est pas entendu. Donc là, moi j'ai pas de recette. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de développer ces pratiques-là dans les espaces qui sont les nôtres, vous voyez. Donc voilà, publier. Vous voulez dire quoi par les espaces qui sont les nôtres? C'est-à-dire, par exemple, moi en tant qu'enseignant-chercheur, je publie sur ces questions-là, j'enseigne à des étudiants, lorsque j'interviens sur le terrain, j'essaie de promouvoir ces approches.
jouis de la chemise parfois sur des recherches où vous voyez, là, on vient de terminer une recherche qui était financée par le Conseil régional du Nord, qui s'appelle, c'est Belle Route. C'est vraiment ça a malheureusement disparu comme programme, mais c'était des programmes chercheurs citoyens. C'est génial. C'était vous faites de la recherche avec les gens. Hein, bon, on a eu un changement de couleur politique au Conseil général du Nord, donc malheureusement, on a plus ce type de recherche, mais ça a donné des jolies choses. Et en particulier, on vient de terminer une recherche là. On a fait un colloque d'ailleurs sur cette question-là il y a 15 jours, qui s'appelait Travail, santé, précarité. Et on a pendant 3 ans été interroger des professionnels du champ du social et du champ de la santé sur l'impact des modifications législatives et organisationnelles sur leur métier. C'est-à-dire, qu'est-ce que disent les professionnels de première ligne sur leur boulot aujourd'hui dans le champ de la santé, du travail social, de l'accompagnement, etc. On a travaillé aussi avec des usagers en grande précarité. Puis on a fait des groupes comme ça. Et puis on les a vus pendant 3 à 5 séances. Et c'est effrayant ce qu'ils racontent. Effrayant de voir dans quelle souffrance et difficultés, paradoxes ils peuvent se trouver, quoi. Alors du coup, vous voyez, on a compilé ça, on a 900 pages à peu près de corpus, et puis là on est en train d'écrire un bouquin qui va s'appeler Les oubliés de la crise, hein, c'est-à-dire comment les soignants, les professionnels, les gens qui sont confrontés aux difficultés que rencontrent aujourd'hui les gens ordinaires, sont voilà, les oubliés du néolibéralisme et de ses politiques. Voilà. Pardon ? Je suis pas sûr qu'ils soient oubliés, ils sont rendus invisibles. Ils sont rendus visibles, oui, peut-être. Mais en tout cas, on essaie de leur redonner la parole. Et donc, du coup, voilà. Compliqué, ça peut apporter peut-être un espèce. Ça, c'est la croyance. Donc, pour répondre à votre... Pardon, excusez-moi, terminé. Non, je me disais que le fait que les médecins sont de plus en plus concernés par cette question de burn-out, etc., qu'il y a énormément de colloques, de conférences sur l'événement international qui va se faire sur le soin des soignants, peut apporter peut-être un poids, j'en sais rien. Difficile de faire de la prospective, mais en tout cas, pour répondre à vos questions, ce qu'on peut faire, c'est ça, c'est en parler, faire des conférences, écrire des articles. On a une revue qui s'appelle Le Sujet dans la Cité, dont vous parlera Christine Delory-Momberger, là, qui aborde aussi ces questions-là, essaie de donner la parole aux gens. Enfin, voilà, on peut essayer de s'exprimer sur ces questions-là et de ne pas laisser le terrain libre à des gens qui d'ailleurs n'ont pas forcément un projet machiavélique derrière. Quand vous rencontrez les directeurs d'établissement, les DRH, les gens qui sont formés à l'école de Rennes, etc., c'est pas machiavélique, c'est juste qu'ils raisonnent avec un tableur dans la tête. Et que c'est une manière de penser qui est par ailleurs sur un plan purement macroscopique et comptable, on peut le comprendre, sauf qu'ils se plantent, mais qu'ils ne le savent pas nécessairement. Et qu'ils ont le vent en poupe parce qu'on est dans une société où voilà, ces enjeux-là ont imprégné la société de manière... Comme ça, je réagis, c'est comme un défaut de pensée. Oui, je pense, oui. Ah, mais on peut comprendre et pas accepter. Non, mais ça n'a pas de soi. C'est aussi une volonté pour Alors le problème, c'est qu'il y a des orientations sur lesquelles on a finalement, au revoir, où on a peu de marge de manœuvre. Je vous conseille, dans le champ de la sociologie clinique, un ouvrage de Vincent là, qui s'appelle La société malade de la gestion, où il explique comment tout ça s'est mis en place. Et je pense effectivement que c'est un rouleau compresseur. Moi, je vois arriver à l'université depuis quelques années exactement la même chose que ce que j'ai vu arriver dans les années 80 dans les hôpitaux avec l'évaluation. Le PMSI, les machins comme ça. On savait, ça nous a fait rigoler au début. On pensait que c'était, franchement, c'était pas sérieux. Eh ben, on s'est bien trompé. Et moi, aujourd'hui, je vois arriver une logique comptable, une logique de rationalité instrumentale, une perte de pouvoir des enseignants-chercheurs au profit d'administratifs qui, encore une fois, qui n'ont pas de projet machiavélique, mais qui ne savent pas ce que c'est que la recherche, qui ne savent pas ce que c'est que la pédagogie, l'accompagnement des étudiants, etc. Et je pense qu'on va perdre ce combat-là. Avec la fusion des universités, l'autonomie des universités, etc. Je pourrais vous en raconter.
Je pourrais vous en raconter. Et nos marges de manœuvre s'amenuisent. Oui, la responsabilité du sujet aussi. Pas seulement. C'est un mouvement général. Moi, je peux vous dire, j'ai eu des fonctions de directeur du FR, directeur de gros labos. J'ai bataillé en permanence. Et vous voyez bien comment il y a une compliance des individus par rapport à cette... voilà. Alors à un moment donné, moi j'ai un collègue qui est directeur d'un gros labo de sociologie, il vient de démissionner. Mais bon, vous voyez, au-delà de l'acte symbolique. Bien sûr, mais je réalisais des choses comme ça, mais c'est comment, justement, à travers toute cette façon d'avoir un espace de parole, de mettre à distance, être un sujet et avec d'autres sujets. Le poids il est toujours du côté du collectif aussi. Bien sûr. Comment il y a des tendances qui peuvent mener, voire on se rend compte que ça produit par des suicides, des gens qui vont très très mal. Ça produit. Il y a des gens qui arrivent à résister. Oui, ça produit de belles réussites parfois dans les collectifs. Merci à tous d'être venus. La prochaine Merci à vous. sera dans un jour, le 20 avril, avec Eric Gala. Et ça sera précisément sur ces questions-là, sur soigner le soignant, le burn-out, l'erreur médicale.